Bonjour, mon nom est Pierre Ché, je suis représentant chez Medtronic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une présentation sur les notions de base de l'électricité. En plus, on va discuter de l'électrochirurgie et de la thermofusion vasculaire. Dans une première section, on va parler des notions de base de l'électricité. Il est important pour vous de connaître les différentes notions de base en électricité, car en ayant plus d'éducation, ça permet d'avoir plus de sécurité pour les patients. Donc, les propriétés de l'électricité, vous allez remarquer que l'électricité, c'est un peu comme la foudre. Ça cherche toujours la terre, la source, et puis ça va toujours chercher le chemin avec le moindre résistance. C'est composé du courant. Donc, évidemment, le courant provient du générateur qui va circuler dans votre crayon cotter. Donc, c'est de la circulation d'électrons qui vont passer du crayon au patient et retourner au générateur. Et le circuit, bien évidemment, c'est toujours un circuit qui est composé générateur, électrode active qui est le crayon de cotter, votre patient et la plaque retour qui fait que le circuit est complété en retournant au générateur. Quand on parle d'impédance, c'est tout simplement la difficulté au courant électrique à circuler dans différents tissus humains. Donc, évidemment, plus qu'un tissu est adipeux, graisseux, l'électricité voyage moins bien, donc l'impédance est plus élevée. Et dans un tissu qui est très musculaire, très vascularisé, le courant va passer beaucoup plus facilement. Une autre chose qui est importante de connaître, c'est la tension. C'est que les générateurs vont générer des tensions différentes en fonction de la résistance que l'électricité a à voyager dans le patient. Donc, laissez-moi maintenant vous démontrer le principe d'un circuit d'électrochirurgie qui consiste toujours à mon générateur d'électrochirurgie qui est la puissance, mon courant qui va circuler dans mon crayon de cotter du générateur, qui consiste aussi à une plaque retour patient qui va être placée sur le patient. Et puis, je vous montre immédiatement en quoi ça consiste. Donc, si je mets ma plaque patient ici et que je prends mon crayon cotter avec une ampoule, mon crayon cotter, je vais être en mesure de, vous voyez, illuminer l'ampoule. Donc, ça représente réellement un circuit d'électrochirurgie. Donc, le courant part dans la pointe du cotter. J'ai l'effet chirurgical désiré. Le filament de l'ampoule, ça se trouve à être comme la résistance, l'impédance des tissus. Et le courant retourne à la plaque sur mon avant-bras pour retourner au générateur. C'est ce qui représente le circuit fermé. Dans la prochaine démonstration, nous allons voir un autre principe au niveau de l'électrochirurgie. Un principe super important au niveau de l'électrochirurgie, c'est la concentration puis la dispersion du courant. Pourquoi on a un effet chirurgical au niveau du crayon cotter et qu'au niveau de la plaque, il n'y a pas d'effet chirurgical? C'est tout simplement que l'énergie qui part du générateur est concentrée sur une petite surface qui est la pointe de votre cotter, ce qui génère une chaleur importante et un effet chirurgical. En contrepartie, ce même courant-là, lorsqu'il circule dans le patient, retourne par la plaque retour patient qui, elle, a une plus grande surface. Donc, en ayant une plus grande surface, ça dissipe la chaleur et puis vous n'avez pas d'effet chirurgical au niveau de la plaque. Donc, au courant des prochaines minutes, je vais vous faire les démonstrations de ces principes-là qui sont très importants à connaître et à comprendre. Donc, dans le prochain segment, ce que je vais illustrer avec la démonstration, c'est la concentration et la dispersion du courant. Donc, pour ce faire, je vais prendre une plaque de cotter et je vais prendre un citron que je vais mettre sur la plaque et je vais rabattre la plaque sur le citron pour avoir une grande surface de contact. Donc, théoriquement, le principe de l'électrochirurgie, c'est qu'on doit toujours avoir une grande surface au niveau de la plaque retour. Et si j'applique ma lame de bistouri qui concentre le courant, vous allez remarquer qu'il y a effet chirurgical et qu'il ne se passe absolument rien au niveau de la plaque patient, étant donné que le courant est dissipé sur une grande surface. Dans un deuxième volet, ce qui est important de vous montrer, c'est qu'il peut y avoir effet chirurgical au niveau de la plaque aussi, si jamais la plaque n'est pas en contact total avec mon citron. Donc, si je mets mon citron tout simplement dans mon crayon et que je l'appuie sur la plaque, vous allez voir que vu que le contact est minime entre le citron et la plaque, il y a effet chirurgical. Donc, très important de toujours s'assurer que ma plaque est en contact parfait avec le patient pour éviter des brûlures au niveau de l'épiderme et de la plaque. Donc, dans un prochain segment, nous allons faire une autre démonstration pour tout simplement vous démontrer un autre principe au niveau de l'électrochirurgie. Souvent, les gens nous demandent pourquoi, lorsque j'utilise l'électrochirurgie, mon patient n'a pas de choc électrique.
C'est fort simple. Un générateur, c'est branché dans une unité murale, une prise murale qui est avec un courant de 60 Hz. Évidemment, si je passais un courant électrique de 60 Hz dans un patient, bien, il y aurait une stimulation neuromusculaire puis il y aurait un choc électrique. Les générateurs, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ce courant alternatif-là et le transforment en radiofréquence, qui est une fréquence qui va au-delà de la stimulation neuromusculaire. Donc, si vous regardez sur le graphique, vous allez voir que les appareils électroménagers qu'on a à la maison fonctionnent à 60 Hz et que la stimulation neuromusculaire arrête à 100 kHz. Tout ce qui est la plage bleue que vous voyez, c'est la plage où que les électrocotères peuvent fonctionner. C'est une plage entre 200 kHz et 3,3 MHz. Donc, c'est bien au-delà de la stimulation neuromusculaire. Donc, c'est pour ça que quand on utilise l'électrochirurgie, le patient ne ressent pas un courant électrique ou un choc électrique. Ce qu'on va discuter dans cette section-ci, c'est la forme des ondes d'électrochirurgie. Donc, en électrochirurgie, les générateurs sont modulés afin de produire différentes formes d'ondes, des modes électrochirurgicaux. Donc, si vous regardez à l'extrême gauche, vous avez le premier mode qui est le mode coupe, ou ce qu'on appelle communément sur un crayon de cotter le mode cote. Donc, c'est un mode qui est activé à 100 % du temps. Et puis, c'est un mode qui va permettre de couper les tissus, mais de ne pas créer d'hémostase. Donc, c'est réellement de la coupe franche. C'est comme si j'utilisais une lame de bistouri. L'autre mode qui est utilisé aussi, c'est le mode mix. Le mode mix, c'est un mode qui va avoir plus de diffusion thermique. Donc, je vais avoir de la coupe, mais il va avoir plus de diffusion thermique de chaleur, ce qui fait qu'il va y avoir une certaine hémostase. Et le mode coagulation, coag qu'on connaît normalement, bien ça, c'est un mode qui utilise des tensions très élevées et des voltages élevés, ce qui fait que ça ne coupera pas, mais ça va faire beaucoup de diffusion thermique, donc une coagulation importante. Donc, quand vous regardez les graphiques, vous voyez côté gauche, coupe franche. Celle du milieu, il y a une coupe avec une certaine hémostase que vous voyez la partie blanchâtre le long de l'incision. Et quand on regarde la coagulation, vous voyez que les tissus sont beaucoup plus carbonisés. Ce qui est important de savoir, c'est que le mode cote utilise des tensions beaucoup plus basses que le mode coag. Pour vous donner une idée, le mode cote utilise des voltages entre 1350 volts et 4000 volts. Et le mode de coag va utiliser des voltages qui vont varier entre 3000 et 9000 volts. Donc, souvent, les gens vont dire que le mode cote, c'est un mode qui est dangereux, mais en réalité, le mode cote, c'est le mode le plus sécure quand vous faites de l'électrochirurgie. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'il y a différentes variables qui vont influer sur l'effet tissulaire. Donc, on va en parler. La première variable, c'est la durée. Donc, plus longtemps que le courant électrochirurgical est appliqué, eh bien, plus que le potentiel thermique puis la diffusion thermique est importante. Donc, c'est important de savoir que si on fait des activations qui sont courtes, bien, on va avoir une diffusion thermique qui est modérée. Si on fait une activation qui est très étendue et très longue, bien, on peut avoir un effet profond au niveau de l'effet chirurgical. La puissance est un facteur aussi très important à considérer. Donc, lorsque vous réglez les puissances sur vos générateurs de cote ou de coag, il est important de considérer différents facteurs. Premièrement, la chose la plus importante, c'est que le courant électrique en électrochirurgie va voyager beaucoup plus facilement chez un patient qui est très vascularisé, très musculaire. Plutôt qu'un patient qui serait émacié ou obèse, le courant voyage moins bien, donc ça va avoir un impact sur la puissance puis les réglages de puissance que vous allez mettre sur votre électrocotter. Donc, c'est important aussi, en électrochirurgie, d'utiliser les puissances les moins élevées possibles afin d'atteindre l'effet chirurgical désiré. Je vais vous faire une démonstration dans les prochaines minutes pour vous expliquer un petit peu l'importance de fixer la puissance, puis l'importance aussi du positionnement de votre plaque retour patient. C'est toujours important de positionner la plaque retour patient le plus près possible de votre site chirurgical. Donc, on va le voir dans la prochaine démonstration. Donc, dans la prochaine démonstration, je vais vous parler de l'importance du positionnement de la plaque retour patient. Comme je vous ai mentionné plus tôt, il est très important de positionner la plaque le plus près possible du site chirurgical afin d'utiliser les réglages les plus faibles sur votre générateur d'électrochirurgie. Donc, pour la démonstration, je vais prendre une plaque que je vais fixer sur mon avant-bras droite et je vais prendre une ampoule qui se trouve à être comme mon site chirurgical. Maintenant, avec mon crayon de cotter, je vais appuyer
mon crayon cotter sur l'ampoule et vous voyez, j'ai l'effet chirurgical qui est la luminosité de l'ampoule qui correspond à 40 watts de puissance. Maintenant, je vais inviter Caroline à participer à la prochaine démonstration. Donc, comme vous pouvez voir, Caroline porte un couvre-visage étant donné que nous sommes en pleine pandémie de la COVID. Donc, c'est pour sa sécurité et la mienne qu'elle gardera le couvre-visage durant la présentation. Caroline, c'était possible de mettre la plaque sur ton avant-bras gauche. Donc, comme vous pouvez voir, le site de retour patient, la plaque retour patient va se trouver beaucoup plus loin de ce qu'elle était tout à l'heure sur mon avant-bras. Donc, c'est seulement pour vous démontrer quel effet que ça a au niveau chirurgical. Si tu veux, Caroline, me tenir l'avant-bras, je vais prendre la précaution d'enlever ma montre pour ne pas être dans le trajet de l'électrochirurgie. Donc, tu me tiens fermement. J'ai toujours 40 watts de puissance sur mon générateur, mais remarquez la luminosité sur l'ampoule. Donc, comme vous pouvez voir, l'ampoule illumine de beaucoup moins. Donc, l'effet chirurgical serait moindre que ce qu'elle était lors de la première démonstration. Ce principe-là vous explique tout simplement l'importance du positionnement de la plaque le plus près possible de mon site chirurgical. Le réflexe de l'infirmière ou du chirurgien serait de demander au personnel d'augmenter la puissance sur le générateur. Ce que je vais faire, je vais passer à 65 watts de puissance et on va faire le même exercice. Prenez une attention particulière à l'illumination de l'ampoule. Donc, vous voyez, l'effet chirurgical est plus important qu'il était tout à l'heure. Donc, Caroline, merci beaucoup pour ta participation. Ça explique bien le principe de positionner la plaque près du site patient. Les types d'électrodes ont une influence aussi énorme sur l'électrochirurgie. Comme vous voyez sur le graphique, vous avez une plaque retour patient à l'extrême gauche et à l'extrême droite, vous avez différentes électrodes. Donc, si on prend des aiguilles, étant donné que l'aiguille est très fine, on s'entend que la concentration d'énergie est plus importante. Donc, je n'ai pas à utiliser des puissances aussi élevées que si j'utilisais, par exemple, une bille comme électrode. Donc, il faut toujours considérer les réglages qu'on va mettre sur notre générateur en fonction des électrodes qu'on utilise. Donc, comme vous pouvez voir, à l'extrême droite, les réglages au niveau de la puissance diminuent plus que l'électrode est fin. Et puis, plus que l'électrode est gros ou que la surface est grosse, on devrait augmenter les puissances de réglage. Une autre chose qui va faire varier beaucoup l'électrochirurgie, c'est la façon qu'on manipule l'électrode. Par exemple, si vous prenez une lame de cotter, si vous utilisez la surface plate de la lame plutôt que le contour de la lame, vous n'aurez pas le même effet. Les types d'électrodes, on en a parlé, les aiguilles, les billes, les anses diathermiques, la vitesse avec laquelle le chirurgien va déplacer le crayon cotter dans les tissus et la forme d'onde qu'on utilise vont grandement aussi influencer l'électrochirurgie. Manipulation de l'électrode, il y a différents modes, comme je vous parlais. Dans le mode coupe et coagulation, on parle de vaporisation, de fulguration. Donc, le mode coupe, la bonne façon d'utiliser un crayon cotter en mode coupe, c'est d'avoir la lame légèrement au-dessus des tissus en activant la coupe et de se déplacer tranquillement pour avoir l'incision. C'est ce qu'on appelle la vaporisation. Dans le mode fulguration, c'est le même principe. La lame ne vient pas en contact avec le tissu et on appuie sur le bouton du crayon qui est le coag pour avoir l'effet désiré. Puis comme vous allez remarquer, l'effet tissulaire est beaucoup plus en profondeur en fulguration qu'en cote. Pour ce qui est des modes de dessiccation, c'est les modes tout simplement qu'on utilise où le crayon vient en contact avec les tissus du patient. Et puis on peut utiliser la coupe mixte ou la coagulation pour atteindre ce type de mode-là. Maintenant, parlons un petit peu des risques qui sont liés à l'électrochirurgie. Donc, il y a différents risques. Il y a le risque de couplage direct. Donc, le risque de couplage direct, c'est tout simplement le risque qui serait que j'ai un crayon cotter qui vient en contact avec une autre pièce métallique qui est conductrice. Ça pourrait être un écarteur, ça pourrait être une pince laparoscopique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le couplage direct avec des instruments qui sont conducteurs d'électricité. Des types aussi de risques qu'on a reliés à l'électrochirurgie, c'est des risques qui sont liés à l'isolation des instruments laparoscopiques. Donc, les instruments laparoscopiques sont tous isolés jusqu'à la pointe distale de l'instrument. Mais advenant le cas où il y aurait un bris au niveau de l'isolation de l'instrument, bien, il peut y avoir des arcs électriques indésirables qui pourraient se produire hors du champ que le chirurgien ou la chirurgienne utilise. Donc, c'est très important de toujours inspecter
tous vos instruments de laparoscopie, que ce soit les pinces endoscopiques, que ce soit les câbles de crayon. Donc, toujours s'assurer que la gaine isolante est bien en bon état. Et puis, il y a aussi le couplage capacitif qui se produit lorsque deux conducteurs sont séparés par un isolant. Il peut y avoir une décharge de courant dans d'autres matériaux conducteurs environnants, comme le tissu puis les trois quarts. Je vais vous faire une démonstration pour vous démontrer les défauts d'isolation dans les prochains segments. Donc, dans cette section-ci, nous allons parler des types d'électrochirurgie. Donc, le mode monopolaire, c'est le mode qui est le plus fréquemment utilisé du fait qu'il est très polyvalent et très efficace cliniquement. En électrochirurgie monopolaire, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a besoin d'une plaque retour patient, étant donné que le courant voyage dans le patient. Il y a différents modes qu'on peut utiliser, la coupe, le mode mix, le mode coagulation et la fulguration. C'est important de savoir que lorsque le chirurgien change de forme d'onde, l'effet tissulaire qui en résulte va changer aussi. Donc, l'effet tissulaire varie également selon les techniques propres au chirurgien. Donc, comme vous voyez dans le graphique ici, le mode monopolaire requiert qu'on ait toujours une électrode de retour patient. Donc, c'est la plaque retour patient que vous voyez sur la cuisse sur le diagramme. Donc, en électrochirurgie monopolaire, le courant va être généré par le générateur. Il va être envoyé tout simplement au crayon Cotter pour avoir l'effet chirurgical. Ce même courant-là va voyager dans le patient pour retourner à la plaque patient et puis retourner au générateur pour combler la boucle et faire un circuit qui est complètement fermé. Comme j'ai mentionné plus tôt dans la présentation, les tensions en mode cote ou incision versus les tensions qu'on utilise en mode coag, vous voyez, peuvent varier énormément. Donc, le mode coagulation utilise des voltages beaucoup plus élevés, entre 3000 et 9000 volts, contrairement au mode incision qui va varier entre 1350 volts et 4000 volts. Le mode bipolaire, c'est quoi la différence? C'est que le mode bipolaire, tout simplement, va fonctionner avec une pince bipolaire. Donc, la pince en tant que telle, les deux parties de la mâchoire, je vais avoir une partie active puis une partie électrode retour. Donc, le courant va voyager réellement entre les deux parties de la pince bipolaire. Habituellement, on utilise les pinces bipolaires pour travailler avec des tissus qui sont beaucoup plus délicats ou sur des petites structures anatomiques. Et aussi, s'il y a danger d'interférence avec des dispositifs comme des pacemakers ou des défibrillateurs, on peut utiliser le mode bipolaire. Si ce n'est pas possible, on peut utiliser quand même le mode monopolaire, mais de façon sécuritaire, qu'on verra un petit peu plus loin dans la présentation. Ce qui est à noter, c'est que si vous regardez les tensions du mode bipolaire, on utilise des tensions beaucoup plus faibles. Ça varie entre 300 et 1200 volts dans le mode bipolaire. Maintenant, parlons un petit peu des technologies d'électrochirurgie. Évidemment, dans la tête de tous les manufacturiers, ce qui est le plus important en électrochirurgie, c'est la sécurité des patients. C'est pour ça qu'au fil des années, il y a eu plusieurs innovations au niveau de la chirurgie et de l'électrochirurgie afin justement d'accroître cette sécurité-là. Si on se reporte aux années, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, les premiers Cotter qu'on connaît sous le nom de Bovie, c'était des générateurs qui étaient réellement référencés à la Terre. Okay? En 68, on a eu les premiers générateurs avec semi-conducteurs. En 81, il y a eu une avancée importante au niveau de la sécurité des patients. Ça a été les premières plaques avec monitorage du contrôle de la qualité. Et puis, par la suite, il y a eu d'autres innovations comme la réponse tissulaire, la fusion tissulaire, donc des technologies comme le ligachure. Et maintenant, il y a même des détections des tissus qui sont sur les nouveaux générateurs. On aura la chance d'en parler un petit peu plus. Donc, si on regarde les premiers générateurs, ce qui est important de savoir, c'est que ces générateurs-là étaient référencés à la Terre. Donc, ce qui est important, c'est que le courant pouvait retourner n'importe où. Okay? Générateur, table d'opération, il fallait que ça retourne au sol. Donc, c'était un générateur de première génération. Donc, il y avait des limitations avec ce type de générateur-là. Le principal risque qui était associé à ça, c'est que la mise à la terre pouvait résulter par des fuites de courant, par des chemins alternatifs. Donc, comme vous voyez sur la diapositive, la tête du patient qui était en contact avec l'anesthésiste, puis l'anesthésiste qui avait les pieds au sol, ça pouvait être un chemin de retour à la masse qui est la terre. Même chose, la table d'opération pouvait être un chemin alternatif au courant. La tige de soluté, même principe. Donc, vous voyez ici, c'est toutes des voies d'accès
secondaires qui étaient possibles avec ce type de générateur-là au premier balbutiement de l'électrochirurgie. Donc, vous voyez même un patient avec un électrode ECG, une brûlure au niveau de l'électrode. Donc, c'était des types de générateurs qui pouvaient créer ce genre de blessure-là. Donc, comme je le disais, le principal inconvénient puis le risque associé à ça, c'est que le tissu, pas le tissu, mais le courant pouvait prendre un chemin qui avait moins de résistance puis retourner au sol sans nécessairement retourner par le générateur, puis pouvait occasionner des blessures importantes au niveau des patients. Donc, l'utilisation d'un générateur relié à la terre peut entraîner une lésion au niveau d'un autre site, puisque le courant est concentré au point de sortie. L'utilisation de générateurs isolés a réduit ce risque. Maintenant, les nouveaux générateurs, dans les années 60, je vous dirais dans les années 68, il y a un jeune ingénieur en aérospatial qui a développé des générateurs à semi-conducteurs. Donc, la grosse avancée technologique au niveau de ces générateurs-là, c'est que la référence à la Terre se trouvait être le générateur, non pas le sol. Donc, ça a été une percée très, très importante. Donc, le courant devait absolument partir du générateur au site chirurgical, c'est-à-dire le crayon de Cotter, passer dans le patient, retourner à la plaque et retourner au générateur. Donc, le générateur, c'était réellement la mise à la terre était l'appareil en tant que tel. Les générateurs isolés empêchent la répartition du courant puisque le générateur ne fonctionne pas si le courant électrique ne peut pas retourner au générateur. Un générateur isolé ne fonctionne pas si l'électrode retour patient n'est pas posé sur le patient. Cela a considérablement réduit la répartition du courant et la possibilité de brûlure au niveau d'autres sites. Toutefois, sans autres caractéristiques de sécurité, le générateur ne peut pas déterminer l'état du contact au niveau de l'interface plaque-patient. Si l'électrode de retour patient est compromise au terme de qualité ou d'ampleur de l'interface plaque-patient pendant l'intervention chirurgicale, il peut en résulter une brûlure à son niveau. Le personnel infirmier périopératoire doit s'assurer tout au long de l'intervention que l'électrode de retour patient reste correctement en place sur le patient. Donc, vous allez voir que lors d'une chirurgie, si jamais le chirurgien en cours de chirurgie demande d'augmenter les puissances parce qu'il n'y a pas l'effet chirurgical désiré, le premier réflexe que le personnel infirmier devrait avoir, c'est de toujours vérifier la plaque retour patient pour s'assurer qu'elle est toujours en contact avec le patient et qu'elle ne s'est pas déplacée ou détachée durant la chirurgie. Donc, vous voyez, malgré que le générateur isolé à semi-conducteur existe, puis que ça a grandement diminué les risques de brûlure par d'autres sites que le générateur en tant que tel, il peut y arriver des brûlures au niveau des plaques de Cotter. Dans ce cas-ci très particulier, c'est un enfant qui a eu une amygdalectomie et durant la chirurgie, le chirurgien, à plusieurs occasions, a demandé d'augmenter la puissance parce qu'il n'y avait pas l'effet chirurgical désiré. Donc, la première erreur qui a été faite, c'est qu'on a augmenté la puissance sans vérifier l'état de la plaque. Après coup, on s'est rendu compte que la plaque qui avait été utilisée était une plaque qui était périmée, qui avait été ouverte plusieurs heures avant son utilisation. Donc, le gel conducteur entre la plaque patient et le patient avait séché. Et l'autre chose, au niveau du courant, bien, en augmentant la puissance, il y a eu concentration de courant, puis il y a eu une blessure. Il a été démontré par la suite à l'enquête, que malheureusement, ni le chirurgien, ni le personnel opératoire n'avaient lu les guides d'utilisation du générateur et des plaques. Donc, leur connaissance n'étant pas élevée, ils n'ont pas pu prévenir ce genre de blessure-là. Donc, ce qui nous amène aux années 80, où Medtronic a introduit la plaque à double surface. Donc, ça a été une avancée très, très importante, parce que ce type de plaque-là nous permet de, justement, monitorer la qualité de contact de la plaque avec le patient. Donc, si en cours de chirurgie, la plaque se détachait, bien, automatiquement, elle va envoyer une alarme au générateur et couper le courant. Donc, il n'y a pas risque d'avoir de blessure au niveau de la plaque retour patient et de l'électrochirurgie avec ces plaques-là. Donc, vous voyez, tout simplement, le monitorage de qualité de plaque, vous voyez la plaque du haut, donc deux surfaces versus les plaques simples. Donc, avec les nouveaux générateurs, si on utilise une plaque simple et qu'en cours de chirurgie, elle venait à se détacher, mais malheureusement, lorsqu'elle va se détacher, s'il y a seulement une petite surface de la plaque qui est en contact avec le patient, bien, il va y avoir concentration de courant et possiblement une brûlure de plaque.
C'est pour ça qu'il est super important de toujours utiliser des plaques doubles qui monitorent la qualité de contact. Parce qu'avec ce type de plaque-là, si jamais elle venait à se détacher, bien, le générateur va tomber en alarme et cesser d'envoyer du courant dans le crayon Cotter. On va en profiter, je vais vous montrer justement la différence entre les deux plaques en vous faisant une démonstration. Dans le prochain segment, je vais vous parler d'une innovation très importante du côté de Medtronic. C'est l'introduction en 1981 de la plaque à double surface qui contrôle la qualité de contact avec le patient. Donc actuellement, sur le marché, vous trouvez des plaques simples, comme celle-ci, qui existent toujours. Et il y a aussi les plaques doubles, qui sont la nouvelle technologie qui a été introduite en 1981 et qui se trouve beaucoup plus sécuritaire car elle monitorent réellement la qualité du contact avec le patient. Donc, je vais vous faire une démonstration des deux plaques. Je vais commencer avec une plaque simple. Donc, au fin de la démonstration, je vais fixer la plaque sur mon avant-bras, ici. Je vais prendre l'ampoule, qui se trouve être le site chirurgical, et je veux que vous portiez une attention, lorsque je vais activer, sur la plaque qui va se décoller tranquillement de mon avant-bras. Donc, comme vous pouvez voir, la plaque se décolle et il n'y a toujours pas d'alarme. Donc, ce qui est important de constater, c'est que la plaque, il y a seulement une petite surface qui est en contact avec la peau. Donc, il y a une concentration d'énergie et un risque de brûlure de plaque qui est associé à ça. Donc, l'événement de la plaque double, vous allez voir, a changé tout à fait cette situation-là. Donc, je vais refaire la même démonstration, mais avec une plaque double. Donc, je rebranche une plaque double sur mon générateur. Je vais prendre la plaque à double surface que je vais positionner sur mon avant-bras. Je vais mettre mon pied sur le fil et je veux que vous remarquiez qu'est-ce qui va arriver lorsque la plaque se décolle. Vous voyez, j'ai une alarme au niveau du générateur qui m'indique que le contact avec le patient n'est pas assez important. Donc, le générateur, automatiquement, cesse de donner de l'énergie dans le crayon. Il n'y a plus aucun courant qui passe dans le crayon de Cotter. Donc, l'événement de la plaque double, c'est réellement un événement très important au niveau de la sécurité des patients et des brûlures de plaques. Un point important que je veux vous montrer au niveau des connecteurs des plaques est le suivant. Donc, lorsque vous regardez de plus près les connecteurs, vous voyez que le connecteur avec la plaque double a un petit protubérance ici. Donc, cette petite protubérance-là, c'est tout simplement un contact qui envoie un courant électrique dans la plaque qui s'assure que le courant circule des deux côtés de la plaque. Ce qui fait que lorsque la plaque se décolle du patient, bien, elle va créer une alarme et couper automatiquement l'énergie dans le crayon Cotter. Donc, c'est l'innovation la plus importante au niveau des plaques que Medtronic a faite en 1981. Les technologies que Medtronic a mises sur le marché, il y a une technologie des années 90 qu'on a mis sur nos générateurs. C'est tout simplement une technologie qu'on appelle TissueFEC, qui permet de voir la résistance, l'impédance des tissus pendant une chirurgie, puis d'ajuster le voltage du générateur pour s'assurer qu'on a toujours le même effet chirurgical, peu importe le type de tissu dans lequel on va utiliser le crayon Cotter. Donc, l'analogie, c'est un petit peu, cette technologie-là, c'est un petit peu comme un régulateur de vitesse sur une voiture. Donc, on s'entend que si je fixe une vitesse de 100 km/h, qui correspond là, à la puissance que je mettrais sur mon générateur, donc quand je monte une colline, évidemment, mon moteur, le régime va augmenter pour maintenir ma vitesse à 100 km/h. Si je descends la colline, évidemment, le régime du moteur va baisser pour que j'aille toujours la même vitesse de croisière qui est 100 km/h. Un générateur fait la même chose. Il regarde l'impédance des tissus et en fonction de la résistance à l'électricité de voyager dans le tissu, il va ajuster le voltage, la tension, pour toujours soit augmenter le voltage ou soit diminuer le voltage pour toujours avoir le même effet chirurgical au niveau du chirurgien. En faisant ça, ça permet justement d'éviter qu'on ait à changer les réglages de puissance sur le Cotter en cours de chirurgie. Donc, c'est une avancée importante. Sur des générateurs, notre première génération, comme des ForceFX, ce contrôle-là se faisait 200 fois seconde. Sur les nouvelles technologies de générateurs, vous allez voir, c'est encore plus performant. Donc, dans ce graphique-là, vous voyez,
vous avez un générateur classique et un générateur à réponse tissulaire. Donc, les deux ont été mis à 40 watts de puissance. Puis si vous remarquez, le générateur avec réponse tissulaire, peu importe dans les tissus qu'il va passer, c'est la ligne bleue sur le graphique dans le haut, vous voyez que le courant va être constant au niveau horizontal, peu importe le type de tissu dans lequel le courant doit passer. Contrairement au générateur classique qui, lui, au contact de tissus qui sont moins conducteurs, vous allez voir que mon 40 watts, ma puissance diminue constamment du fait que la résistance tissulaire est plus importante. Donc ça, c'est une des avancées des générateurs qu'il y a eu au cours des dernières années pour justement éviter qu'on ait constamment à changer les réglages de puissance sur nos générateurs en cours de chirurgie. La technologie Tissue-FEC, bon, mais ça, c'est une technologie, même principe, donc qui vérifie le monitorage de l'impédance des tissus, mais 434 000 fois seconde. Donc, ça ajuste la sortie énergétique en temps réel. Donc, c'est beaucoup plus performant encore aujourd'hui que nos générations de générateurs précédentes. Donc, on va retrouver ce genre de technologie-là sur nos nouveaux générateurs FT10 de Medtronic et de Valelab. Maintenant, discutons de la technologie de thermofusion vasculaire bipolaire avancée. En quoi la thermofusion vasculaire est-elle différente? L'énergie de radiofréquence avancée génère de la chaleur dans les tissus afin d'évacuer l'eau et de dénaturer les protéines. Sous la pression de l'instrument, les couches opposées des protéines dénaturées vont fusionner entre elles. Donc, vous voyez sur l'image de gauche le collagène natif et avec la pression et l'énergie, le collagène se dénature. Ici, on a un parfait exemple de cette technologie-là. À gauche, vous voyez, c'est de la thermofusion vasculaire. Plus communément, vous allez surtout associer ça à la technologie de ligachure. Donc, si vous remarquez, les parois vasculaires intimales sont fusionnées et sont en occlusion complète. Il n'y a aucune lumière. Contrairement à un mode bipolaire classique, où vous verriez un rétrécissement vasculaire, puis il y a quand même une lumière au niveau du vaisseau. Puis le principe, c'est que le mode bipolaire va créer un coagulum, un caillot sanguin, ce qui fait en sorte que ce type de technologie-là est beaucoup moins sécure que la technologie vasculaire du ligachure. La technologie ligachure offre une combinaison unique de pression et d'énergie afin de créer un scellement permanent formé par la dénaturation du collagène et de l'élastine, ce qui permet une fusion complète des parois vasculaires. La combinaison de pression et d'énergie est constante, précise et, ce qui est important, non dépendante de l'utilisateur. Donc, la technologie ligachure, ce qui est bien, c'est que peu importe qui l'utilise, que ce soit un résident ou un chirurgien avec beaucoup d'expérience, le résultat final va toujours être le même parce que l'appareil contrôle réellement la finalité du résultat. L'énergie adaptable est transmise à l'instrument par le générateur du système. Donc, évidemment, la technologie ligachure ne fonctionne seulement qu'avec nos générateurs à nous chez Valelab et Medtronic, c'est-à-dire nos FT10. La technologie ligachure est une combinaison unique de pression d'énergie appliquée pour sceller les vaisseaux, autant les vaisseaux vasculaires que le système lymphatique d'un diamètre de 7 mm inclus et moins. Ce qui est important, c'est qu'une fois que les vaisseaux vont être scellés avec un ligachure, ils peuvent soutenir 3 fois la pression systolique normale. Ça équivaut à 360 mm de mercure. Donc, on s'entend qu'à des pressions systoliques de cette ampleur, le patient va avoir beaucoup d'autres complications plutôt que la rupture du vaisseau. Maintenant, parlons des pratiques exemplaires en matière d'électrochirurgie et comment utiliser l'électrochirurgie de façon sécuritaire. La première règle que je vous dirais, c'est lorsque vous utilisez de l'électrochirurgie, il est important de lire le mode d'emploi du fabricant, afin de réduire les risques associés à l'électrochirurgie. Donc, on veut toujours promouvoir la sécurité. Donc, plus que les personnes s'informent sur le fonctionnement des générateurs, bien, plus que c'est sécure comme environnement pour le personnel autant que pour le patient. Ce qui est important au niveau des consignes de sécurité générale, on devrait toujours tester les systèmes d'alarme du générateur, donc les systèmes d'alarme associés au contact de la plaque. Toujours régler le volume des alarmes et des signaux à l'arrière du générateur pour qu'elles soient audibles. Toujours brancher les accessoires qu'on va utiliser dans les bons réceptacles, puis évidemment, vérifier les réglages de puissance que le chirurgien voudra utiliser.
L'électrode active, qu'on appelle communément le crayon de Cotter, on devrait toujours utiliser l'étui de sécurité, qui est un étui qui est non conducteur puis qui empêche justement qu'il y ait des activations accidentelles qui pourraient causer des brûlures autant aux patients qu'aux champs chirurgicaux puis créer par le fait même un incendie au niveau de votre bloc opératoire. Donc, on devrait toujours prendre l'habitude, quand on n'utilise pas de crayon de Cotter, d'utiliser les étuis de sécurité. Au niveau des électrodes actives, il est très important de ne pas modifier, de plier les électrodes, car ça peut endommager le dispositif puis altérer le fonctionnement et augmenter le risque de blessure. Il faut éviter les arcs électriques accidentels en tenant fermement l'électrode active dans la pièce à main. L'extrémité de l'électrode active doit être compatible avec le bistouri électrique. Par ça, on entend qu'il y a différentes bistouris électriques, différentes électrodes qui sont configurées pour fonctionner un dans l'autre. Donc, s'assurer que c'est les bons qu'on utilise. Toujours prendre l'habitude de nettoyer vos lames de Cotter, okay? Parce qu'évidemment, sur une lame de Cotter, plus qu'on l'utilise, plus qu'il va s'accumuler des débris, des tissus qui sont carbonisés. Et ce qui égale tissu carbonisé égale un tissu qui a une haute impédance. Donc, les résultats au niveau de l'effet chirurgical vont être moindres si on ne la nettoie pas de façon fréquente. Je ne veux surtout pas que vous utilisiez une lame de bistouri pour nettoyer une lame de Cotter, car ça va faire des lacérations sur la lame, puis encore là, ça va créer des arcs électriques indésirés au niveau de la surface de la lame. On devrait toujours prendre un tampon soit 4x4, légèrement mouillé pour essuyer la lame, ou tout simplement des petits tampons abrasifs qui sont réellement faits pour entretenir la lame et la qualité là, de sa surface. Les électrodes actives aussi, c'est important. Donc, quand on utilise un coagulateur à aspiration, il ne faut pas utiliser le coagulateur à aspiration comme étant un rétracteur. Pourquoi? Parce que si jamais la gaine isolée de mon appareil, il y aurait une défaillance dedans, bien, je pourrais avoir un arc électrique à l'intérieur de la bouche ou à l'intérieur de la joue qui pourrait créer des blessures aux patients. Donc, on ne devrait jamais se servir de l'aspirateur coagulateur comme étant un rétracteur. Le choix de l'électrode retour patient, ça, c'est très important. Okay? Vous allez remarquer que les électrodes retour patient, il y a différentes électrodes disponibles sur le marché. Première chose qu'il faut vérifier, c'est que l'électrode est intacte. S'assurer que le gel conducteur dessus est très humide. Vérifier la date d'expiration aussi pour être certain que la péremption de la plaque n'est pas atteinte. Le choix du site de l'électrode retour patient, c'est une considération importante en électrochirurgie. Comme je vous disais plus tôt dans la présentation, on va toujours privilégier de placer l'électrode le plus près possible du site chirurgical afin d'avoir l'effet chirurgical désiré. Aussi, on va privilégier, quand on regarde le guide d'utilisation qui est fourni par les manufacturiers, on va toujours dire d'appliquer la plaque sur une peau qui est propre et sèche, sur une partie qui est très musculaire, qui est bien vascularisée, près du site opératoire, puis évidemment sur une zone qui est convexe. On veut éviter de placer l'électrode retour patient sur les sites suivants. Premièrement, on veut éviter de placer ça sur une prothèse. Okay? Pourquoi on ne voudrait pas mettre une plaque au niveau d'une prothèse? C'est qu'évidemment, le courant retourne toujours vers la plaque patient. Et si dans la trajectoire, il y a une prothèse métallique, il peut y avoir accumulation de chaleur au niveau de la prothèse, puis ça peut créer une distension de la prothèse qui pourrait créer des problèmes. On s'entend que c'est des choses qui arrivent très peu fréquemment, mais c'est un risque, c'est pour ça qu'on évite toujours de mettre la plaque sur une prothèse. Autre chose, on évite de mettre une plaque sur une surface ou sur un patient qui a une très grande pilosité. Donc, comme c'est recommandé par la plupart des manufacturiers, dont Medtronic, on devrait toujours raser le site où on va placer la plaque Cotter pour avoir un bon contact entre l'interface plaque et la peau du patient. On veut éviter les proéminences osseuses, donc évidemment, on ne mettrait pas ça sur le dessus d'un genou. Donc, on n'aurait pas un très bon contact, puis la circulation du courant ne serait pas très bonne non plus. On évite de placer sur des tissus cicatriciels. Pourquoi? Parce que c'est prouvé qu'un tissu cicatriciel, au niveau de l'impédance à laisser passer par l'électricité, la vascularisation étant moindre, le courant passe moins bien, donc on ne mettra jamais une plaque retour patient sur une cicatrice. La préparation du site de l'électrode retour patient, okay, comme je disais, il faut toujours suivre les instructions du fabricant, tant relatives au retrait des poils, du nettoyage, du séchage du site.
L'électrode retour patient est pourvu d'un adhésif sur le pourtour pour prévenir l'invasion des fluides de badigeonnage. Puis évidemment, si on est capable d'éviter l'utilisation d'agents inflammables pendant la préparation du site de l'électrode, ça serait grandement apprécié et surtout très sécuritaire. Chose qu'on ne doit jamais faire, c'est de replier une plaque adulte une sur l'autre. Okay? Donc, il ne doit pas y avoir de chevauchement pour ne pas créer des points où il y a concentration de courant. On ne devrait jamais couper ou modifier une électrode de retour parce que lorsqu'on coupe une électrode de retour, on expose une plaque métallique à l'intérieur, puis le pourtour devient un point de concentration où il peut y avoir fuite de courant. Donc, les lignes directrices concernant les électrodes retour patient, ne faites pas chauffer l'électrode de retour, donc c'est très important. Même si au toucher, la plaque semble froide, c'est fait expressément pour éviter qu'il y ait accumulation de chaleur puis qu'il y ait une brûlure au niveau de la plaque. Donc, on ne doit pas chauffer la plaque retour patient. On applique l'électrode retour après le positionnement du patient. Donc, ça, c'est bien important. On ne met pas la plaque en début de positionnement. On attend que le patient soit bien positionné, puis on met la plaque retour patient par la suite. On met toujours une plaque retour patient près du garrot, de préférence du côté opératoire où qu'on opère. Donc, on se rapproche du site chirurgical. Toujours suivre les instructions du fabricant lorsqu'on utilise un dispositif chauffant. Puis aussi, il faut éviter tout contact étroit avec une couverture chauffante. Donc, le principe, c'est simple, on ne veut pas créer une accumulation de chaleur qui pourrait résulter en une brûlure ou sous la plaque de votre patient. Ici, le graphique que vous voyez, c'est qu'il existe, dépendamment des patients, différentes grosseurs de plaques. Donc, c'est très important de choisir l'électrode retour patient en fonction du poids du patient. Donc, il existe des plaques pour adultes qui sont pour des patients de 30 livres et plus. Il existe des plaques pour des nourrissons qui se situent entre 6 et 30 livres. Et il existe même des plaques pour les nouveau-nés qui pèsent entre 1 et 6 livres. Donc, c'est important d'utiliser la bonne plaque pour le patient approprié. Donc, vous allez voir dans mes prochains segments, vous allez pouvoir avoir la chance de voir les différents formats de plaques qui sont disponibles chez Medtronic. Les bas de contention, puis l'électrode retour patient, comme je disais, le bas de contention peut provoquer une température accrue au site de la plaque, une impédance aussi accrue au site de la plaque du fait que de la compression, donc une moins bonne circulation sanguine. Puis la concentration de courant provoque une accumulation de chaleur. Donc, on veut toujours éviter l'accumulation de chaleur pour éviter qu'il y ait des brûlures ou des blessures au niveau de la plaque patient. 2 électrodes retour patient, ça peut arriver que vous placiez une plaque retour patient chez un patient puis que le générateur ne tombe jamais dans un mode fonctionnel qui va toujours être en alarme comme s'il n'y avait pas de plaque. Donc, ça peut arriver des fois quand on utilise des chirurgies pour des ablations des tissus ou sur des patients qui sont obèses morbides, la conductivité étant plus élevée et l'impédance étant plus élevée, on peut avoir recours à 2 plaques. Il est conseillé aussi d'utiliser 2 plaques si on a des cycles d'activation qui sont très, très longs et qui se prolongent aussi dans le temps et qui utilisent des puissances élevées. Donc, on conseillerait de mettre une 2e plaque dans ces cas-là. Le retrait de l'électrode retour patient, ça, c'est très important. Donc, quand vous retirez la plaque retour patient, on demande toujours de retirer lentement l'électrode de retour, toujours en soutenant le tissu en dessous. On observe la peau sous la plaque, puis il faut documenter l'aspect du site aussi. Éviter les brûlures par pince hémostatique. Combien de fois j'ai entendu ou on a entendu qu'un chirurgien disait qu'il y avait un trou dans ses gants puis qu'il s'est brûlé avec l'électrocutter? Bien, le trou dans les gants, souvent, c'est le résultat d'une mauvaise manipulation de la pince hémostatique. Il est très important, quand on utilise une pince hémostatique, d'utiliser des réglages de puissance les plus faibles possibles. Si on est capable, au lieu d'utiliser le mode coag, on devrait utiliser le mode COT, okay, qui est le mode standard qui utilise un voltage moins élevé. On évite de toucher le patient. On tient la pince hémostatique le plus fermement possible. Et il ne faut jamais activer notre crayon cutter avant d'être en contact avec la pince statique. Donc, on n'active pas notre crayon dans les airs. Ça pourrait créer un arc électrique qui chercherait à trouver un chemin plus court pour retourner à la plaque patient. Ça peut être les doigts du chirurgien. Puis, il est important aussi que quand je vais activer mon crayon cutter sur la pince hémostatique, que je le fasse en dessous des doigts du chirurgien ou de l'infirmière qui tient la pince hémostatique.
les fuites de courant par radiofréquence. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que dans le fil, le cordon du crayon Cotter, malgré qu'il y ait un isolant sur ce fil-là, il y a du courant de fuite. Okay? Donc, c'est très important de ne jamais enrouler un cordon de crayon de Cotter autour d'une pince métallique parce que ce courant de fuite-là peut aller à l'extrémité de la pince à champ puis faire un arc électrique puis créer une brûlure au niveau de la pince. Donc, dans le prochain segment, je vais vous faire une démonstration justement qui parle des courants de fuite. Donc, dans le prochain segment, la démonstration que je vais faire, c'est pour vous parler de l'importance du courant de fuite. Dans les crayons de Cotter, les cordes de Cotter, même les cordes de plaque retour patient, ils passent le courant, un courant électrique pour avoir un effet chirurgical. Mais il ne faut pas oublier que malgré que ces câbles-là soient isolés, l'isolation n'est pas parfaite et il y a un certain courant de fuite. Pour illustrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un néon, je vais enrouler mon cordon de crayon autour du néon et activer mon crayon malgré qu'il n'y a aucun circuit fermé. Puis vous allez voir que mon néon va illuminer. Donc, vous voyez, quand j'active, le néon illumine. Pourquoi il illumine? C'est tout simplement, c'est le courant qui fuit par mon fil de crayon Cotter. Donc, c'est ce qu'on appelle du courant de fuite. Pourquoi je mentionne le courant de fuite? C'est parce que souvent, les gens vont prendre l'habitude d'enrouler le cordon du Cotter autour des pinces à champ ou de pinces métalliques. Il ne faut jamais faire ça parce que tout simplement, le courant de fuite qui passe dans la pince métallique peut créer un arc électrique et enflammer le champ chirurgical. Donc, ce qui est conseillé de faire, c'est que les cordons, on devrait toujours les passer non pas dans des pinces métalliques, mais utiliser des pinces de plastique qui, elles, ne sont pas conductrices de courant électrique. Autre façon de vous le démontrer, c'est que les cordons, on devrait prendre l'habitude de ne pas les passer sur les patients, de le passer sous la table et de garder le crayon tout le temps dans son réceptacle de plastique qui est isolé pour éviter justement du courant de fuite. Donc, si j'enroulais mon crayon autour de mon avant-bras et que je prenais une aiguille qui est très, très fine dans ma main et j'actionnais sur un citron, vous allez voir que le courant de fuite va créer un effet chirurgical. Puis cet effet chirurgical-là est créé seulement avec le courant qui fuit par le câble isolant du crayon. Donc, ce principe-là est fait pour illustrer l'importance du courant de fuite et comment ne pas enrouler vos cordons sur des pinces métalliques. Dans la prochaine démonstration, on va vous parler de l'importance de toujours vérifier vos instruments au niveau des gaines isolantes qu'il y a sur les instruments. Donc, je me réfère à des crochets laparoscopiques comme ceci. Donc, on toujours vérifier l'intégrité isolante du crochet parce que ça peut poser un risque d'incident au niveau laparoscopique. Donc, pour la démonstration, j'ai mis un crochet sur mon crayon et je vais activer le bout de l'instrument et vous avez l'effet chirurgical désiré. Mais je veux que vous portiez votre attention que sur mon instrument, il y a un défaut au niveau de l'isolation de la gaine. Donc, si ce défaut-là venait en contact avec un tissu sain, en dehors du champ visuel du chirurgien, il pourrait y avoir des arcs électriques et des brûlures importantes à d'autres structures anatomiques. Donc, laissez-moi vous illustrer à la surface du citron si jamais ce défaut d'isolation venait en contact avec des tissus sains. Vous voyez l'effet chirurgical? C'est en dehors du champ du chirurgien, du champ visuel, donc ça pose un risque énorme pour brûler des structures qui sont saines. Donc, important, toujours vérifier l'isolation sur vos instruments, peu importe qu'elle soit laparoscopique ou utilisée en laparotomie. Lorsqu'on discute des dispositifs électroniques implantables, c'est important de consulter le médecin qui procède à l'implantation. C'est important aussi d'aviser l'anesthésiste. Et si on est en mesure d'utiliser le mode bipolaire, c'est encore plus approprié. Le mode monopolaire peut être utilisé, mais ce qui est important, c'est que la plaque patient soit positionnée pour permettre que le courant circule perpendiculairement au système. Après l'intervention, toujours demander à une personne formée à cette fin de vérifier le dispositif électronique implantable et suivre les instructions d'utilisation du fabricant. Pour ce qui est des bijoux, souvent on nous demande si les bijoux devraient être enlevés lorsque les patients vont avoir une chirurgie et qu'il y aura de l'électrochirurgie d'impliquer. La réponse est oui. On devrait toujours demander aux patients d'enlever les bijoux, peu importe le type. Il peut y arriver parfois que des patients aient des bijoux qui sont difficilement retirables. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on doit faire, c'est de prendre des précautions additionnelles.
Dans le cas d'un piercing ici, comme on voit au niveau de l'ombilic, vous voyez que le piercing, il y a une concentration de métal qui est petite au niveau de la peau. Ce qu'on ferait, tout simplement, que ça soit plus sûr si la personne ne voulait pas l'enlever ou c'était impossible de l'enlever, c'est qu'on pourrait rabattre tout simplement toute la surface métallique sur la peau, mettre une compresse tout simplement dessus avec un diachylon ou un ruban adhésif pour que le contact métallique soit sur toute la surface. Donc, plus que ma surface est grande, moins que de risque d'accumulation de chaleur et d'arc électrique indésirable. Mais la bonne pratique, c'est de retirer les bijoux. Lorsqu'on parle d'appareils dentaires, c'est important d'éviter tout contact direct avec les appareils qui sont en métal. Pourquoi? Parce que ces conducteurs, c'est ce qu'on appelle un couplage direct. Donc, il pourrait y avoir risque d'arc électrique à l'intérieur de la joue ou au niveau des gencives. Ce qu'on doit faire lorsqu'il y a un appareil d'orthodontie, c'est d'utiliser des protège-dents, soit en silicone ou en caoutchouc, et d'utiliser une énergie bipolaire si c'est possible. Si ce n'est pas possible, OK, on s'entend qu'on peut utiliser le mode monopolaire, mais il faut quand même être très prudent en utilisant là, les protège-dents. Pour ce qui est des écarteurs de palais, on demande toujours de retirer les écarteurs de palais avant une intervention parce qu'évidemment, l'écarteur de palais est en métallique et en contact avec le palais. Si jamais, par accident, le crayon cotter venait en contact avec ce dispositif, il y aurait brûlure au niveau du patient. Les tatouages. Ce qui est important de savoir avec les tatouages, c'est qu'on devrait toujours éviter de placer une plaque retour patient sur des tatouages. Pourquoi? C'est parce que dans les encres rouges, il y a des métaux, OK? Des particules de métaux qui sont dans l'encre rouge qui peuvent devenir conducteurs thermiques et électriques. Donc, il se créerait une accumulation de chaleur sous la plaque et il pourrait y avoir des lésions au niveau cutané sous ma plaque. Donc, lorsqu'il y a des tatouages, idéalement, notre plaque retour patient, on la positionne à un autre endroit. Si ce n'est pas possible, évitons les endroits qui sont colorés avec le rouge. Maintenant, parlons de l'évacuation de la fumée chirurgicale au niveau de la salle d'opération. C'est maintenant un sujet et une préoccupation de plus en plus importante pour la plupart des hôpitaux. Donc, dans la fumée chirurgicale, évidemment, il y a plein de contaminants biologiques. Il y a des particules, des tissus carbonisés, du sang, des virus et bactéries potentielles comme le VIH, le VPH, l'hépatite, des produits chimiques toxiques qui sont générés par l'électrochirurgie lorsqu'elle carbonise les tissus. Il y a au cours des dernières décennies, il y a eu plusieurs études qui ont démontré les méfaits de la chirurgie chirurgicale, autant pour le personnel infirmier que pour les patients qui se font opérer. Donc, je vous invite à consulter ces différents articles-là et puis vous allez avoir une bonne idée des préoccupations là, au niveau de la chirurgie et de l'évacuation de la fumée chirurgicale. Concernant la fumée chirurgicale, des dispositifs d'évacuation de fumée doivent être utilisés pour réduire les risques pour la santé des patients et du personnel. Les patients et le personnel doivent être protégés des fumées chirurgicales par l'élaboration de politiques et de procédures appropriées d'évacuation de la fumée chirurgicale. En cas d'électrochirurgie, ces politiques et procédures doivent être appliquées conjointement à l'utilisation d'un dispositif d'évacuation de la fumée. Afin de réduire au minimum les risques que présente la fumée pour tous dans l'environnement périopératoire, il est recommandé d'utiliser des dispositifs d'évacuation de fumée particuliers. Chaque compagnie, dont Medtronic, dispose d'appareils qui sont dédiés à l'évacuation de la fumée. Donc, je vous recommande de communiquer avec vos représentants pour avoir plus d'informations. Ceci conclut ma présentation. J'espère que ça a répondu à plusieurs de vos interrogations concernant les pratiques sécuritaires de l'électrochirurgie. Je vous invite à communiquer avec vos représentants respectifs si vous avez des questions. Merci.